Mesdames, Messieurs, chers membres et amis du souvenir napoléonien et des sociétés amies, cher Marc Studer, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence en ce magnifique lieu qu'est le Musée d'art et d'histoire de Genève. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Pour cette journée de clôture des festivités liées au 150e anniversaire de la mort du général Dufour, un seul homme ne pouvait être notre invité, soit Marc Studer, président des Salons Dufour et de la Fondation Dufour, animateur dynamique, parfois un peu ennuyeux. Marc se dévoue depuis des années pour cette cause essentielle qu'est de favoriser la connaissance de ce grand Suisse et grand homme que fut le général Dufour. Sur le vécu et la trajectoire de ce Napoléonien dans l'âme, qui se chargea également de l'éducation militaire d'un certain Louis-Napoléon Bonaparte. Contrairement aux enterrements, à la sortie de la conférence, vous pourrez serrer la main du conférencier, lui poser toutes les questions que vous voulez. Merci Marc, à toi de jouer, et nous réjouissons déjà de t'entendre. Merci monsieur le délégué. Merci à la délégation suisse du souvenir napoléonien d'avoir organisé cette manifestation dans le cadre du 150e de la mort du général Dufour. Et qui donc, c'est des manifestations qui ont eu lieu tout au long de cette année. Et donc, aujourd'hui, c'est la conférence de clôture de toute une année de commémoration. Et donc, merci, Éric, d'avoir pris ça sur le souvenir napoléonien. Mesdames et messieurs, résumer la vie et l'œuvre de Guillaume-Henri Dufour, 88 ans tout de même pour l'époque, et parcourir son œuvre incroyablement riche n'est pas chose aisée dans le temps qui m'a été imparti. Ses œuvres, devrais-je plutôt dire, tant on peine à croire que l'ensemble de ses réalisations, menées souvent de front dans des domaines fort variés, soit le fruit d'un seul et même homme. Aussi, j'implore d'ores et déjà votre plus grande indulgence pour les raccourcis que je me suis permis d'emprunter. Voici les grandes lignes de cette exploration en 60 minutes chrono. Tout d'abord, un petit retour sur la Genève insurrectionnelle de la fin du XVIIIe siècle qui explique sa naissance en exil, puis nous irons du côté de Paris suivre sa formation. Je m'arrêterai sur cette année 1817 qui est importante pour sa vie et je me focaliserai sur 4 grands chantiers de son œuvre, à savoir l'ingénieur cantonal, le cartographe, le militaire et l'humaniste. Et ensuite, succinctement, sa relation avec les Bonaparte. Et n'étant pas académique, j'ai souhaité illustrer mes propos par quelques extraits d'interviews d'historiens tirés d'un film de la RTS de 1987 et de scènes du comédien Jean Viniguer lors de son spectacle Dufour chez Dufour, joué en 2017 dans sa maison de Contamine. Commençons, si vous le voulez bien, par nous replonger dans la Genève de la fin du XVIIIe. Comme vous le voyez sur cette carte, Genève, à cette époque, est un tout petit territoire avec quelques enclaves dans le canton de Berne qui avance jusqu'à Coppet, dans le pays de Gex français et dans la Savoie du royaume de Piémont-Sardaigne. Le tout forme une espèce de peau de léopard incohérente avec en vert foncé les territoires relevant du gouvernement genevois, en vert clair celui de la paroisse, celui du chapitre, et en vert olive celui de la paroisse Saint-Victor, avec entouré le petit village de Bourdigny, d'où sont issus cette lignée des Dufour. Cette carte explique 2 des 3 conditions pour l'entrée de Genève dans la Confédération, à savoir, outre l'adoption d'une nouvelle constitution, une continuité de frontières pour rattacher au canton confédéré de Genève, qui va amputer le pays de Gex de 6 communes et le priver au passage de son accès au lac. Une homogénéité de territoire qui va relier les mandements de Jussy à ceux de Venay et qui va passer par la cession par la Savoie de 24 communes.
Au niveau socio-économique, dès 1762, les idées de Jean-Jacques Rousseau sur la souveraineté du peuple et l'égalité des citoyens agitent la République où le pouvoir et les avantages sont concentrés dans les mains d'une oligarchie qui en verrouille l'accès. Cette année-là, à Genève comme à Paris, l'Émile et le contrat social sont condamnés à être saisis, lacérés et brûlés par le bourreau. Genève, 20 ans plus tard, c'est 25 000 âmes composées de citoyens, de bourgeois, de natifs, d'habitants, d'étrangers et de sujets, dont seul 1/8, uniquement citoyens et bourgeois, hommes de plus de 25 ans, a le droit de vote. Les autres sont exclus du pouvoir politique. Ce tableau, à gauche de Barbara Roth-Lochner, montre le savant système d'emboîtage par lequel les membres du Petit Conseil choisissent ceux du Conseil des 200 et inversement, et ainsi verrouillent l'accès au pouvoir. Les natifs, une classe moyenne de bons bourgeois prospères et ambitieux, qui payent leurs impôts mais n'ont pas le droit de vote, demandent à participer à ce pouvoir. Le refus du Petit Conseil de valider l'édit de l'année précédente, obtenu de haute lutte, agite le peuple qui va déposer le gouvernement le 8 avril 1782. L'Ancien Régime fait appel à ses trois voisins et alliés, Berne, la France et la Sardaigne, pour rétablir l'ordre. Et dans la nuit du 29 au 30 juin, ce sont 11 000 médiateurs en armes qui vont devant la ville. Les nouveaux maîtres sont divisés, résister jusqu'à la mort ou capituler. Une majeure partie se décide en faveur de la reddition. L'Ancien Régime est restauré le 2 juillet. Il va s'empresser de publier un édit de pacification, appelé aussi Code Noir, sur lequel les insurgés doivent jurer fidélité ou partir en exil. C'est le cas de Bénédicte Dufour, qui, avec ses compagnons d'infortune, part s'exiler dans le sud de l'Irlande avec le projet d'y établir une ville. Ça serait New Geneva. C'est près de là, à Waterford, que Bénédicte Dufour épouse Pernette Valentin. Mais ce séjour en terre catholique sera un échec et la colonie genevoise en exil va alors se diriger vers une deuxième destination, Constance, alors en Autriche antérieure, où l'empereur Joseph II, fils de Marie-Thérèse, essaye de mettre un terme à la stagnation économique de la ville, ce misérable nid de prêtres qu'il considère surpeuplé de religieux et dont il organise la sécularisation et l'expropriation des biens. Certains couvents ou églises sont transformés. Ainsi, le couvent des Capucins devient une caserne, celui des Augustins un hôpital, et l'île des Dominicains, que vous voyez entourée, est mise à la disposition des Genevois. Et c'est là, à Constance, dans cette belle ville qui rappelle étrangement Genève, que naît le Petit Dufour le 15 septembre 1787, dans cette maison de la Plattengasse, aujourd'hui Pressenbergstrasse 14, sur la façade de laquelle une plaque le rappelle encore. La Révolution française de 1789 va changer la donne pour l'Ancien Régime genevois, qui ne va pas résister à l'invasion de la Savoie par les troupes révolutionnaires dans la nuit du 21 au 22 septembre 1792. Si Genève n'est pas annexée, le gouvernement est toutefois renversé, la voie est libre pour le retour des exilés à Genève. Et nous retrouvons aussitôt Bénédicte Dufour aux affaires publiques. Le 28 décembre 1792 déjà, il fait partie des 13 membres du comité provisoire de sûreté qui signe l'édit qui va un édit historique, car il va entériner pour la première fois l'égalité de toutes les classes de la population adoptée à la citoyenneté. Faisons, si vous le voulez bien, un saut dans le temps pour suivre sa formation. Il suit à Genève les cours de l'Académie de philosophie lorsqu'il apprend fortuitement, je le cite, qu'il y avait à Paris une école appelée Polytechnique où l'on y formait des élèves pour les divers services publics, militaires et civils, génie, artillerie, ponts et chaussées, géographes, constructeurs de vaisseaux, etc.
Désormais français, après l'annexion de Genève de 1798, il décide de passer le concours d'entrée. Son acceptation s'étant égarée, il rejoint mi-décembre 1807, avec 6 semaines de retard, l'école impériale polytechnique de Paris, à un moment où elle est la plus militarisée de son époque. À son arrivée, il apprend son numéro d'admission, je le cite encore, c'était le 140e, ou le dernier -4. La terre se serait ouverte sous mes pieds que je n'aurais pas éprouvé un plus grand saisissement. Il fut toutefois de courte durée et me remettant, je frappais du sol le pied et je dis tout haut, c'est égal, j'y suis, il faut en sortir avec honneur. Promesse tenue puisqu'il finira 5e de sa promotion et pourra choisir son arme, ce sera le génie. Il intègre alors en 1809 l'école d'application de l'artillerie et du génie de Metz, d'où, alors qu'il est premier de sa classe, les 5 premiers élèves sont envoyés à Corfou, limite orientale de l'empire de Napoléon Ier, pour y renforcer les défenses de l'île contre la menace de la flotte anglaise qui s'est déjà emparée de 6 des 7 îles ioniennes. Il y arrive le jour de Noël 1810. Il va servir sous les ordres du colonel Baudran, que l'on voit ici en général. Cette rencontre va être décisive pour sa formation. Il va tout d'abord le frotter au contact d'une compagnie de solides mineurs, puis de sapeurs. Et c'est avec ces hommes, en effectuant des travaux de fortification, qu'il va tomber fortuitement sur les ruines du temple d'Artémis, découvrant ainsi l'emplacement de l'ancienne Corfou. Il va s'acquitter de travaux d'état-major et on va lui confier des missions sur le terrain, notamment cartographiques. C'est là qu'il va développer la méthode des courbes de niveau qui permet de visualiser le terrain en 3D. On peut le voir ici à l'arrière de ce plan général de la place et des forts de Corfou, dont on disait qu'il était tellement précis qu'on pouvait y reconnaître le calibre des bouches à feu. On voit déjà poindre ici le futur cartographe. Je passe brièvement sur sa carrière militaire française. On le voit ici en médaillon, peint par sa sœur Élisa en 1816, en fringant capitaine du génie du Premier Empire. Le 11 juin 1813, de retour d'une reconnaissance à Parga, sur la côte albanaise, sa canonnière tombe dans une embuscade de la flotte anglaise qui la prend pour cible. Tout à coup, le feu prend un paquet de cartouches et Dufour, grièvement brûlé, se jette à l'eau, tout habillé, avec chapeau, boîte et épée. Il est repêché, fait prisonnier et remis au lazaret de Corfou, les Anglais ne se chargeant pas inutilement de blessés graves. C'est peut-être pour cette raison que son cheval de la place Neuve lève sa jambe gauche en signe de blessure au combat. Arrêtons-nous sur cette année 1817 qui va changer le cours de sa vie. Comme vous le savez, Genève en 1815 entre dans la Confédération suisse. Dufour doit désormais choisir sa nationalité. Ce sera Genève. Il démissionne du service de France. Le Genevois Dufour aura donc été français avant d'être suisse. Le 15 septembre, il épouse Suzanne Bonneton, fille de Théodore, graveur de médailles. Elle lui donnera 4 filles, Anne Octavie, dite Annette, Louise Françoise, Élisabeth et Amélie. À son retour à Genève, désireux de partager ses connaissances, Dufour se lance dans l'enseignement pour lequel il a quelques penchants et des talents indéniables de pédagogue. Convaincu de la nécessité pour une démocratie de l'instruction populaire, il se met à la disposition de l'école de dessin de la Société des Arts pour des cours de géométrie descriptive. Il donne des cours de mathématiques, de géodésie et d'hydraulique à l'Académie, à l'époque peu développée dans les sciences, et qui n'est pas encore l'université, car il lui manque la faculté de médecine. Fort de son bagage d'ingénieur,
Outre ces leçons, il rédige notes, notices, descriptions, mène des recherches, des expériences, notamment celles du pendule de Foucault, et des travaux, publie cours, mémoires et traités, et présente ses conclusions dans le cadre des cercles scientifiques de la classe d'industrie de la Société des Arts, de l'École industrielle de Genève et encore de la Société de physique. Sa formation militaire va l'amener à cofonder l'École militaire centrale fédérale de Thun afin d'unifier les connaissances hétéroclites des officiers d'artillerie et du génie provenant des différents États de la Suisse. Sa formation d'ingénieur et sa position d'ingénieur cantonal en charge de l'urbanisme et des fortifications va l'amener à s'intéresser à toutes les dernières innovations technologiques du moment, hydraulique et millimétrie, géodésie, mécanique, céleste, astronomie, qui l'amène à définir l'emplacement du nouvel observatoire et d'en superviser la construction, ici en face de ce musée, mnémonique, il a une méridienne sur le coin de sa maison, et il topographie les bateaux, les chemins de fer, physique des matériaux, optique ondulatoire, gaz, ponts suspendus, sur lesquels je vais revenir. Passons au premier volet de son parcours ou de son œuvre, c'est l'urbanisme. Très tôt, Genève va lui confier, on l'a dit, le poste d'ingénieur cantonal en charge de l'urbanisme et des fortifications. Et avant d'aborder ce chapitre, un petit aperçu de cette Genève à cette époque, à l'étroit dans ses murailles, avec ses trois portes d'accès, les portes neuves, de Rive et de Cornavin. Dufour résume Genève en ces termes, un rêve d'espace dans un décor néoclassique. Je ne résiste pas au plaisir de vous présenter ces portes recto verso, si je puis dire, avec ici la porte neuve, dont le bâtiment est à l'emplacement aujourd'hui de la statue équestre, celle de Rive et celle de Cornavin ici, après la démolition des fortifications. Pour nous en parler, je vous propose d'entendre les historiens Jean-Daniel Candot et Olivier Reverdin, descendants du général Dufour, interviewés par Jean-Claude Favet. Mais alors, ce plan urbanistique, pourquoi est-ce qu'il a été appelé très tôt à s'occuper de la ville? Oui, ça a été son premier grand poste à Genève, et dans le fond, il s'est révélé l'homme de la situation à une époque où Genève avait de très sérieux problèmes d'urbanisme, puisque n'oubliez pas que nous étions encore entourés de fortifications, en dehors desquelles on n'était pas pratiquement à la campagne, les portes se fermaient au coucher du soleil, il y avait vraiment une difficulté de communication entre l'intérieur de la ville et l'extérieur, il y avait les partisans de la démolition et puis ceux qui s'y opposaient, et là Dufour a fait preuve de son sens politique, de son réalisme finalement, en trouvant une solution qui maintenait les fortifications mais qui en détournait les inconvénients, à savoir en construisant les fameux ponts de fil de fer qui les enjambaient à différents endroits et qui ont été une des grandes innovations de l'urbanisme de cette époque. Des lieux de promenade. Et en aménageant l'île des Barques en île Rousseau, avec les peupliers qui rappellent le tombeau de Rousseau à Hernonville, c'est lui qui a fait ça aussi. Alors donc, Genève lui doit aussi, disons encore maintenant, beaucoup. Beaucoup, oui, pratiquement tout le dessin de l'Arade, qui est quand même, je pense, un des grands atouts de la beauté de Genève aujourd'hui. Ce détail des fortifications nous aide à mieux comprendre cette ville qui implose dans ses murs. Pour Dufour, homme du génie, il n'est pas question de toucher au système défensif de ces fortifications à la Vauban, mais il faut trouver une solution pour permettre à la ville de s'étendre au dehors des murs. L'invention en 1822 par le français Marc Seguin d'une passerelle en fil de fer va amener Dufour à effectuer des essais sur la résistance des fils de fer. Le 1er août 1823, il inaugure le premier pont suspendu en câble de fer d'Europe qui enjambe les doubles fossés depuis le bastion du Pin. Souvent appelé aussi pont Saint-Antoine, ce qui prête à confusion sur son emplacement exact. Cette magnifique image de synthèse de Genève 1850, basée sur le relief magnien que vous pouvez découvrir à la Maison Tavel, nous montre bien à droite sa localisation précise, ainsi que celle du deuxième pont, celui des Paquis, entouré à gauche.
Dans le quartier des Bergues, Dufour va développer un autre système de pont qui remplace les inesthétiques piliers en hauteur par des ressorts posés sur des chaînes qui soutiennent le tablier par-dessous. Comme on peut le voir ici sur le détail ici à droite. L'inauguration du pont prévue en décembre 1833 doit être reportée au 9 mai 1834, les chaînes ayant lâché durant les essais. Cette autre vue vous montre la passerelle légère reliant le pont à l'île Rousseau, anciennement l'île aux Barques. L'une des grandes priorités de Dufour en tant qu'ingénieur cantonal est de s'atteler à l'assainissement et à l'embellissement de la rive gauche du lac. Pour rappel, à l'époque, la bourgeoisie tournait le dos au lac, dont les rives choquaient, le nez comme les yeux. Les maisons construites directement au bord du lac n'étaient pas pourvues d'égouts, les boucheries et les abattoirs de Longemal déversaient leurs déchets dans le lac. Tout cela exhalait des odeurs nauséabondes qui nuisaient à la santé des riverains lors des basses eaux, et les hautes eaux provoquaient des inondations. L'activité commerciale encombrait de marchandises les lieux près des ports de la fusterie du Mollard et de Longemal, rendant difficile les secours en cas d'incendie. Selon un certain Pictet de Cergy, rien n'était plus hideux et plus repoussant que l'arrivée à Genève par le lac. Les premiers bateaux à vapeur de 1823 et 1824, ce dernier au passage construit par Dufour, débarquaient sur le Grand Quai leurs passagers qui devaient traverser magasins et entrepôts entre planches et tonneaux pour gagner une rue du Rhône encore très peu esthétique. Pour y remédier, Dufour va entreprendre de 1829 à 1833 sur la rive gauche d'importants travaux à la Haussmann sur ce qui va devenir le Grand Quai qu'on voit ici après les travaux finis en 1834. Vers les années 1850, il sera agrémenté d'une promenade du lac, aujourd'hui jardin anglais, que l'on voit sur cette image avec à l'avant le port de Rive. Sur la rive droite, Dufour va réaménager tout le quartier des Bergues où se trouvaient les indienneries Fazy, créant ainsi un quartier d'habitation de quelques 800 logements, ce qui pour Genève à cette époque était conséquent. Pour ce faire, il va aménager les quais, construire l'hôtel des Bergues, qui sera le premier palace de Suisse, et construire un pont, on l'a vu, qui va desservir aussi l'île Rousseau et rejoindre l'autre rive. Ceci aux grandes dames des commerçants de la rue de Coutances, qui avaient jusqu'alors le monopole du passage par les deux ponts de l'île à la vieille ville. Cet ensemble des travaux sur les deux rives va donner à Genève ce décor de carte postale qu'elle a encore aujourd'hui. Ici, une vue du pont des Bergues, de l'île Rousseau et de la rive gauche depuis la terrasse de l'hôtel des Bergues. Deuxième volet des travaux de Dufour, la cartographie. En 1832, le colonel Dufour est nommé quartier-maître général de la Confédération, c'est-à-dire chef de l'état-major général. À ce titre, il se voit confier la mission de dresser une carte fédérale, projet adopté en 1830. Il va alors lancer un travail prodigieux qui va durer 33 ans dans un environnement hostile, on va le voir plus loin, qui va synthétiser l'ensemble des nouvelles connaissances scientifiques de cette époque. Dufour opte pour le mètre à la place de la toise alors en vigueur. Les mesures seront au 1,25 000 en plaine et 1,50 000 en montagne. Les travaux reposent sur une triangulation de l'ensemble du territoire national à partir du Chasseral. Mais pour la triangulation, l'angle seul ne suffit pas, il faut d'abord définir une base. En 1834, 3 ingénieurs et plusieurs assistants mettront près de 2 mois sur le terrain plat entre Valperswil et Sugier, donc le Ceylan bernois, pour en mesurer les 13 054 mètres de long. À l'écran, celle d'Arberg, ici, mesurée en 1880. En 1837, Dufour reçoit enfin les crédits nécessaires pour ouvrir le premier bureau topographique fédéral dans cette maison Chaussat,
toujours là, au 22 rue Saint-Victor, à Carouge, un bureau qui sera ouvert le 1er janvier 1838. L'Atlas aux 100 000, qui porte encore aujourd'hui le nom de Carte du Four, composé de 25 feuilles publiées entre 1845 et 1864, représente pour la première fois la Suisse dans ses frontières extérieures et non plus les frontières intérieures des cantons qui la composent. Par un astucieux mélange d'éclairage zénital et oblique, la carte permet de montrer le relief du terrain. Chef-d'œuvre artistique et réalisation scientifique d'une rare précision, elle sera primée en 1855 à l'Exposition universelle de Paris et fera entrer le savoir-faire cartographique suisse dans la cour des grands. Petite démonstration. Voici le portrait de la Suisse, le portrait qu'a voulu le général Guillaume-Henri Dufour, la carte de la Suisse au 100 millième. Ce n'est plus 22 portraits différents, c'est un seul portrait, celui qu'a souhaité, a voulu, a décidé Guillaume-Henri Dufour. Allons voir maintenant sur le terrain comment il a procédé. C'est avec des instruments comme ceux-là que Dufour et ses collaborateurs vont dresser la fameuse carte du nouvel État fédératif. Il a commencé ses travaux en 1838, au moment où la Diète lui a octroyé un crédit qui lui a permis d'ouvrir un bureau topographique à Genève. Et les premières cartes sont sorties en 1845, les dernières en 1864. Ça tombait bien avec la campagne du Sonderbund, parce que c'est aussi militaire le but qu'il poursuit. Hein. La carte était faite à la demande de l'état-major qui s'était rendu compte déjà au début du 19e siècle des faiblesses des cartes existantes et qui souhaitait avoir une carte plus précise, plus exacte. Le grand mérite de Dufour, c'est d'avoir pu imposer l'éclairage oblique, qui donne plus de relief aux formes du terrain par rapport à l'éclairage zénital que l'on connaissait avant. Troisième volet, le Dufour militaire et la guerre civile du Sonderbund de novembre 1847, souvent décrite comme une guerre de religion ou de sécession, mais qui est en fait l'aboutissement violent de la seule grande révolution politique de notre histoire. Elle débute dans les années 1830 avec le projet de révision du pacte fédéral de 1815, une révision qui nécessite impérativement la révision de chaque constitution cantonale. L'Europe en pleine ébullition, les États microscopiques de la petite Suisse indépendants des uns des autres sont une proie facile pour l'impérialisme des grandes puissances. On va lire le journal d'aujourd'hui. La Suisse doit envisager un État fédératif plus cohérent et donc plus puissant. Vers 1840, la Suisse devient politiquement instable. Les vastes réformes libérales emmenées par la modernisation économique vont s'accentuer avec d'un côté des libéraux radicaux plutôt protestants, aisés, à forte population, favorables à un gouvernement central fort pour résister aux menaces des nouvelles puissances européennes et surtout économiquement déterminés à abolir ces barrières douanières qui entravent le commerce. Dans le camp des conservateurs, majoritaires à la Diète, on trouve plutôt des petits cantons, faiblement peuplés, ruraux, pauvres, catholiques et attachés à une souveraineté cantonale qui leur garantit une voix égale à celle des cantons puissants comme Berne et Zurich. Imaginez une période de Covid qui s'étalerait sur 17 ans. L'on s'entre-déchire jusqu'au sein des familles, les idées libérales sont plutôt bien reçues, mais les méthodes musclées des radicaux, à l'instar de la révolution fasciste du 7 octobre 1846 que vous voyez décrite à l'écran, inquiètent. Aux antagonismes politiques se rajoute dès 1841 une composante confessionnelle alimentée par l'anticléricalisme et l'agressivité des radicaux. En Argovie, le gouvernement avec le feu
en fermant les couvents en violation de l'article 12 du pacte fédéral de 1815. C'est l'engrenage. Lucerne réagit en confiant son éducation aux jésuites, bêtes noires des radicaux. Et les Bernois, offusqués par cette provocation, décident d'envoyer leur port-franc par 2 fois, en 1844 et en 1845, pour renverser le gouvernement lucernois. L'incapacité de la Diète à garantir la souveraineté des cantons, unis pourtant par un même pacte, amène en décembre 1845 7 cantons catholiques, pour se protéger, à s'unir dans une alliance séparée, le Sonderbourg. L'élection de mai 1847 à Saint-Gall, dernier canton à basculer dans le camp radical, prend une dimension décisive, car elle va renverser du même coup la majorité à la Diète, qui aussitôt va décider l'alliance du Sonderbourg illégale et exiger sa dissolution. Par la force s'il le faut. La Confédération mobilise 50 000 hommes, bientôt portés à 100 000. Dufour est nommé commandant en chef des troupes fédérales. La guerre débute le 4 novembre 1847. L'historien Jean-Jacques Langendorf, biographe de Dufour, nous parle de la stratégie de Dufour. Il est ici interviewé par Jean-Claude Fabet. Alors, on le voit dans la guerre du Sonderbund, par exemple, c'est la rapidité de la manœuvre qui, au fond, commande toute la direction de la troupe. Est-ce que c'est juste? Dufour, alors, a une idée en tête, c'est la rapidité. C'est la rapidité pour des raisons qui sont d'abord des raisons, je dirais, presque bassement matérielles. Nous sommes à la veille de l'hiver, nous sommes au mois de novembre. Il n'a pas très confiance dans ses troupes de milices, qui sont... L'armée de cette époque est une armée extrêmement déficiente, par bien des égards, au niveau des états-majors, de l'artillerie, de la cavalerie. Donc, il faut faire une campagne rapide, il faut renvoyer ces gens dans leur foyer. La Suisse est un pays, alors, extrêmement pauvre. Les récoltes de 1846 ont été catastrophiques. Il faut donc, comme dans toute l'Europe, il faut par conséquent réduire les frais au maximum. Et puis, finalement, il y a, mais alors ça, c'est une dimension qu'on a peut-être souvent un peu trop exagérée, il y a quand même une certaine crainte d'une possible intervention étrangère. Ce croquis ici montre l'emplacement exact des troupes. Alors, c'est facile à les voir a posteriori. Sur le moment, c'est une autre question de savoir où sont les gens. Mais on voit déjà se dessiner la tactique napoléonienne de Dufour, et je laisse le soin au comédien Jean Viniguer, qui incarne le général Dufour dans sa pièce Dufour chez Dufour, le soin de vous montrer la détermination de Dufour à mener à bien sa mission, mais aussi toute sa retenue, son humanisme, qui n'oublie pas que c'est entre confédérés qu'on se bat. Sa proclamation aux soldats reste encore aujourd'hui un modèle du genre. Les gouvernements du Sonderbund ont refusé la médiation de la Diète. C'est la confrontation armée. Votre stratégie, mon général? Rapidité d'action avant l'arrivée de l'hiver. Nous allons d'abord porter l'offensive sur Fribourg, isolé des 7 cantons du Sonderbund. En l'occupant, nous mettrons à l'abri la ville de Berne, où siège la Diète. Je relierai la droite de notre armée avec son centre pour rendre possible une concentration ultérieure. Du même coup, nous paralysons le Valais, qui n'aura plus de communication avec les autres cantons du Sonderbund que par le passage de la Fourque. Je propose d'attaquer d'abord le Valais. C'est le seul canton à avoir une frontière avec l'étranger. Non. D'abord Fribourg, ensuite Lucerne. Nous reviendrons alors en force sur le Valais. Tel est le plan dans son ensemble. Il faut l'appliquer avec prudence et vigueur. Pour l'heure, voici mes recommandations au colonel de nos divisions. Engager les troupes à se conduire avec modération. Ne pas se livrer à de mauvais traitements qui irriteraient les populations. Avec les otages, redoubler des gardes et les bien traiter. Mais la guerre n'est pas une action de bienfaisance. Empêcher à tout prix la violation des églises et des établissements religieux
pour faire disparaître le caractère professionnel de cette guerre. Ah, et c'est un protestant qui parle. Faire respecter les propriétés des magistrats et fonctionnaires publics. Ben voyons. Faire soigner les blessés ennemis comme les nôtres. Désarmer les prisonniers. Ne leur faire aucun mal. Ne leur adresser aucune injure. Les traiter aussi bien que possible. Les laisser rentrer chez eux s'ils s'engagent sur l'honneur à ne pas reprendre les armes. Cela ne tiendra pas à l'épreuve des faits. Que les violences ne soient pas de notre côté, s'il doit y en avoir, que tout l'odieux en pèse sur le parti opposé. Retenir la fureur du soldat, épargner les vaincus. Quelque fort qu'on soit, redouter le désespoir de son ennemi. Ne jamais perdre de vue que cette guerre est entre confédérés. Un idéaliste, ce Dufour. Que les chefs supérieurs s'attachent à inculquer ce principe à leurs subordonnés et de là aux soldats pour servir de règle à l'armée fédérale tout entière. Elle doit tout faire pour prouver au monde qu'elle n'est pas un ramassis de barbares. Dufour est-il l'homme de la situation? Soldats confédérés, je n'ai que quelques mots à vous dire en ce moment solennel. C'est pour faire exécuter les décrets de la Diète, l'autorité supérieure de la Suisse, que vous avez été appelés à sortir de vos cantonnements. La Suisse a déployé la bannière nationale sous laquelle tout bon citoyen doit se rallier. N'oubliez pas que votre devoir le plus sacré est de la défendre de toute votre énergie et même au prix de votre sang. Soldats, il faut sortir de cette lutte non seulement victorieux, mais encore sans reproche. Il faut qu'on puisse dire de vous, ils ont vaillamment combattu, mais ils se sont montrés partout humains et généreux. Je mets sous votre sauvegarde les enfants, les femmes, les vieillards et les ministres de la religion. Celui qui porte la main sur une personne inoffensive se déshonore et souille son drapeau. Les prisonniers, surtout les blessés, méritent vos égards et votre compassion. Vous vous êtes souvent trouvés avec eux dans les mêmes camps. Vous ne ferez aucun dégât dans les campagnes. Vous saurez supporter les privations momentanées que la saison peut amener. Il y a plus de mérite à supporter les fatigues et les privations de la vie militaire qu'à déployer du courage sur un champ de bataille. Si tout se passe comme je l'espère, la campagne ne sera pas longue et vous rentrerez dans vos foyers avec la satisfaction d'avoir fait respecter l'indépendance de la patrie et sa neutralité. Ce plan d'attaque de Fribourg, dessiné par Dufour, montre bien toute sa formation napoléonienne, trouver un maillon faible, y concentrer une force démesurée, afin que l'adversaire se rende sans engager le combat. L'opération est un succès et les autres cantons décident de capituler un à un. Le gros des combats a lieu du côté de Lucerne, mais au total, il y aura une centaine de morts, tous camps confondus. Dufour rentre dans la légende comme le pacificateur, un nom que seul Nicolas de Flue avant lui avait reçu. Grâce à lui, la guerre aura duré 3 semaines. Il s'ensuit une Dufourmania qui envahit tout le pays. Tout est Dufour, du biscuit à la pipe, en passant par les foulards, l'as de cœur même des cartes à jouer, c'est Dufour. Jean-Jacques Langendorf nous évoque ce Dufour militaire.
On parle toujours du général Dufour, on ne parle pas de Dufour, l'homme de la Croix-Rouge, ou de Dufour, le diplomate, ou de Dufour, l'homme politique. C'est dire que l'image de Dufour est d'abord celle d'un militaire. Et pourtant, dès que l'on a dit le mot militaire, on ajoute tout de suite le pacifiste, le pacificateur, l'homme du juste milieu. Alors, ce que j'aimerais demander à Jean-Jacques Langendorf, c'est quelle image première, je dirais, ressort dans sa récente biographie de la personne de Dufour. Eh bien, je dirais qu'il en ressort d'abord et avant tout l'image d'un militaire. Enfin, comme disent nos amis suisses-allemands, il faut remettre l'église au milieu du village. Et Dufour a été militaire dans l'âme, il l'a dit lui-même, c'est au milieu des canons que Dufour se sent comme un poisson dans l'eau. Dufour a passé par l'école polytechnique de Paris à une époque où elle a été la plus militarisée de son histoire, n'oublions pas. Il passe par l'école d'application du génie, qui était également une école militaire très sévère. Et ensuite, il fait ses armes à Corfou, sous des chefs qui sont véritablement des militaires de haute tradition, comme le colonel Baudran ou le général Donzelot. Et Dufour aime avec passion son métier. Dufour aime avec passion son métier, c'est-à-dire l'art de la guerre. Il n'aime pas la guerre. Et alors, précisément, quel est cet art de la guerre dont Dufour se veut le serviteur et quels sont les éléments essentiels de l'art de la guerre selon Dufour? Oui, c'est une vaste question. Il y a, si vous voulez, deux tendances un peu contradictoires, je dirais, chez Dufour. Dufour est un homme qui, comme tous ces soldats de sa génération qui ont servi sous l'Empire, il est un homme qui connaît fort bien toutes les leçons de la stratégie et de la tactique napoléonienne. Et là, l'influence est évidemment très grande, mais en même temps, il reste par certains aspects un homme des conceptions militaires du XVIIIe siècle. Et qu'est-ce que signifient les conceptions militaire du XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'on s'en tient à des guerres, si possible limitées, si possible courtes, si possible peu sanglantes, et si possible qui laissent à côté du champ de bataille les civils, les non-combattants. À noter que la République et Canton de Genève, reconnaissante, va décider à l'issue de la guerre d'offrir à Dufour, avec l'argent levé pour la campagne, mais pas utilisé, un terrain entre sa maison et le chemin de Contamine, dont va se défaire son ami l'architecte Samuel Rocher. Si Dufour est connu à la ronde comme général dans la guerre du Sonderbund, moins de personnes se rappellent qu'il a encore été nommé à 3 reprises commandant en chef des troupes fédérales. En 1849, dans l'affaire des réfugiés badois, aussi appelée affaire de Busingen, contre les troupes du Hesse et du Baden. En 1856-57, dans l'affaire de Neuchâtel contre la Prusse, et en 1859 pour la surveillance de la frontière italienne lors de la deuxième guerre du Risorgimento pour l'unité italienne. Et je profite de saluer mon ami le vice-consul d'Italie à Genève. Et cette dernière nomination va m'amener tout naturellement au 4e volet de Dufour, le Dufour humaniste, et en même temps de découvrir un autre Genevois qui fait des affaires en Algérie et qui cherche à arracher à Napoléon III les concessions de chute d'eau pour faire tourner ses moulins dans la région de Sétif en Algérie. En juin 1859, il se rend en Lombardie, dans la région de Montoux, où Napoléon III guerroie aux côtés des troupes du royaume de Sardaigne, Piémont-Savoie, contre les Autrichiens. Le 24 juin au soir, il se trouve dans la petite ville de Castiglione, où quelques 9000 blessés dans un état grave sont acheminés. Mais que s'est-il donc passé? À quelques 10 km de là, à Solferino, s'est déroulée une bataille improbable, mettant face à face environ 170 000 franco-sardes et 150 000 Autrichiens. Aucun des deux camps ne sait qu'il a affaire à l'armée entière adverse. Les Autrichiens croient avoir affaire à l'avant-garde ennemie, tandis que les franco-sardes vont se frotter à l'arrière-garde d'une armée en repli. Il faut attendre le début de soirée pour que s'organisent enfin les secours. Presque tous les chars du pays ont été réquisitionnés par les Autrichiens et les moyens de transport de l'armée française sont très insuffisants
en comparaison de la masse effrayante des blessés. Certains attendront 2 à 3 jours avant d'être entreposés, le mot est terrifiant, à Castiglione, où l'encombrement est indescriptible. Pendant près de 3 ans, ce cauchemar de Castiglione va hanter Dunant, et en 1862, il va écrire un livre, Un souvenir de Solferino, qu'il va distribuer dans toutes les cours d'Europe et auprès des gens influents. Dunant formule 2 questions que vous avez ici à l'écran. De la première va naître l'institution de la Croix-Rouge. De la deuxième, nous aurons le droit international humanitaire. Le projet de Dunant va être porté devant la SGUP, la Société genevoise d'utilité publique, qui va créer une commission qui va elle-même se constituer le 17 février 1863 en un comité international pour le secours aux blessés, futur Croix-Rouge. Dufour est appelé à la présider. Après quelques jours de réflexion, il accepte. La commission est composée de 5 membres, ou parfois son appellation de comité des 5. Il y a Henri Dunant, le concepteur, Gustave Moignet, le président de la SGUP, les 2 chirurgiens de guerre, Louis Appia et Théodore Maunoir, et enfin l'homme qui peut rendre tout cela possible, le général Dufour. Un congrès est organisé du 26 au 29 octobre 1863, présidé par Dufour au palais de l'Athénée de Genève. 36 personnes sont présentes, 14 délégués de gouvernement, 6 délégués de diverses organisations et 7 personnes venues à titre privé. Il se termine par l'adoption de 10 résolutions et la soumission de 3 vœux qui constituent les fondements des sociétés de secours aux militaires blessés. Une nouvelle conférence est organisée le 8 août 1864, à nouveau présidée par Dufour. 16 pays, 26 délégués répondent à l'appel. La Convention de Genève pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne est signée le 22 août 1864 par 12 États, le Badé, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, le Hesse, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Prusse, la Suisse et le Württemberg. Le droit international humanitaire moderne. Et l'historien Jean-Daniel Condot nous résume cet épisode. Il est incontestable que pour nous, Suisses, le grand fait qui mérite notre reconnaissance à Dufour, c'est d'avoir résolu la crise du Sonderbund, mais pour l'humanité, c'est d'avoir été l'un des pères fondateurs de la Croix-Rouge. Et il n'y a pas de doute non plus que si Henri Dunant n'avait pas rencontré l'appui non seulement du juriste Moignet, qui était encore un inconnu à cette époque, mais surtout de ce prestigieux général vainqueur, qui jouissait d'une autorité incontestée en Suisse et ailleurs, et qui de plus était l'ami intime, le correspondant, on l'a dit tout à l'heure, de Napoléon III, le maître de la France d'alors. S'il n'avait pas eu l'appui de Dufour, la Croix-Rouge aurait peut-être connu le sort de beaucoup de ces entreprises un peu utopiques, un peu idéalistes, qui démarrent très bien et qui ensuite disparaissent parce que, dans le fond, elles ne trouvent pas dans la population, dans les conseils politiques, les appuis nécessaires. Ça a été l'œuvre, le succès de Dufour d'avoir su intéresser et Napoléon III et le gouvernement fédéral suisse à l'entreprise. Et peu à peu, en faisant boule de neige, tous les gouvernements ont signé la fameuse convention de 1864. Comme annoncé, je vais vous parler succinctement de Dufour et ses relations avec les Bonaparte. Tout d'abord, Napoléon Ier. Dufour admirait profondément le génie stratégique et tactique de Bonaparte et il lui restera fidèle toute sa vie. Jean-Daniel Condot et Olivier Reverdin nous en parlent. Cet amour à la fois de Rousseau et de Napoléon n'est pas du tout commun chez les Genevois de l'époque qui, au contraire, détestaient souvent Napoléon comme Madame de Staël autant qu'ils aimaient Jean-Jacques Rousseau. Mais le général Dufour, lui, les a admirés l'un et l'autre à égalité. Écoutez, le général Dufour avait chez lui un buste de Bonaparte, premier consul, du grand sculpteur lyonnais Chinard. Je vous propose de le regarder, il l'a eu sous les yeux pendant toute sa vie, et Napoléon était une de ses idoles.
Par contre, Dufour n'a eu que brièvement à 2 reprises l'occasion de croiser Napoléon, il nous les relate. Il y eut une cérémonie où le bataillon de l'école, de l'école polytechnique, eut la place d'honneur et marcha en tête de toutes les troupes qui y prirent part. C'était lorsque Napoléon fit transférer le cœur du maréchal de Vauban aux Invalides pour la placer à côté de Turenne. Deuxième, dans une autre occasion, nous nous trouvâmes au Louvre en même temps que l'empereur. Il était en grand costume après une réception d'ambassadeurs et nous eûmes la chance unique de le voir devant nos fronts en manteau de velours cramoisi, souliers de satin blanc et chapeau à plumes. Honoré d'être avisé que Napoléon Ier lui décernerait la médaille de chevalier de la Légion d'honneur, Waterloo ayant passé par là, Dufour aura la frustration de ne la recevoir que quelques années plus tard par Louis XVIII. Par contre, Dufour a eu plus de contact avec Eugénie de Beauharnais, la belle-fille de Bonaparte, et sa belle-sœur, puisqu'elle a épousé son frère, qu'on connaît également sous le nom de Reine Hortense. En 1820, elle lui propose d'être le précepteur de son fils, offre que Dufour va décliner. Et elle visitera quelquefois Dufour à son domicile de la rue des Belles-Filles, aujourd'hui rue Étienne Dumont. Elle le recevra à son domicile de la maison des Calabries, où elle séjourne à Genève. Et Dufour sera également invité à plusieurs reprises dans sa résidence du château d'Arenenberg, en Turgovie. Mais c'est avec Louis-Napoléon Bonaparte que Dufour va avoir le plus de contacts. Il le reçoit comme élève à l'école militaire de Toulon entre 1832 et 1834. Dufour suivra sa carrière et le soutiendra à chaque occasion, même lors des coups d'État manqués. La bibliothèque de Genève ne compte pas moins de 170 lettres de Napoléon III à Dufour, qui sont désormais en ligne grâce à Christina Egli, conservatrice du musée Napoléon d'Arenenberg en Turgovie, qui les a répertoriées, transcrites et mises en ligne dans leur contexte. Par contre, suite à l'incendie des Tuileries lors de la Commune de Paris de 1870, toute la correspondance de Dufour à Napoléon III s'est vraisemblablement consumée. Devenu empereur, Napoléon III recevra de façon longue et répétée Dufour à Paris, aux Tuileries et à l'Élysée. Guillaume-Henri Dufour et Louis-Napoléon Bonaparte, c'est l'histoire d'une longue amitié de près de 50 ans, de 1830 à 1872. Passons maintenant dans les divers. Faute de temps, nous ne parlerons pas ici de ces 50 ans de carrière politique, un chapitre qui mériterait à lui tout seul une présentation. Faute de temps, je n'évoquerai pas le Dufour conseiller, médiateur et diplomate, souvent utilisé pour aller négocier à Paris. Faute de temps, je ne parlerai pas de son implication dans l'arrivée du chemin de fer à Genève, ni de Dufour aux affaires, ni à l'investisseur, ni aux 10 ans de combat acharné pour faire adopter un drapeau pour l'armée suisse. 2 mots par contre pour sa maison de Contamine qui, en son temps, faisait partie des premières constructions visibles depuis la promenade de Saint-Antoine et qui devait répondre à un cahier des charges très précis pour ne pas heurter les yeux des promeneurs qui regardaient la campagne. Ici, une photo de la maison avec Dufour devant, une photo qui a été prise à la demande du roi de Prusse, dont l'épouse était présidente de la Croix-Rouge prussienne et qui a mis cette photo reportée sur un vase qu'elle a offert à Dufour. Donc on a Dufour d'un côté du vase et de l'autre côté le roi et la reine de Prusse. Ici, une des rares photographies de Dufour. Alors je vais juste prendre le temps de vous dire qui c'est. Donc ici on a Dufour quelques jours avant sa mort. Il y a ici sa fille aînée, Annette, avec son mari, Larry, et leurs 3 filles, Suzanne, Emma et Sabine, qui va donner toutes les descendances des Reverdin, des Martin et des Aubert. Vous avez la 2e fille de Dufour qui n'est pas là, puisqu'elle est décédée quelques mois avant, en novembre 1874.
Vous avez ici la troisième fille, Elisabeth, avec son mari Adrien Krieg, dont la rue est derrière la maison du Four, avec leur fille Henriette qui va donner la lignée des De Gesvres. Vous avez ici la quatrième fille de Dufour, Amélie, avec ici une cousine Fazi, ici la sœur de Dufour, Elisa. Je laisse un historien et biographe, Jean-Jacques Langendorf, le soin de mener la conclusion. Il ne faut pas oublier une chose, je crois, c'est qu'il a eu une existence incroyablement longue, surtout pour le 19e siècle, 88 ans. Et alors, il y a des phases différentes dans l'existence de Dufour. Il y a un Dufour, je dirais en gros, avant 1847, jusqu'au Sonderbund, extrêmement décidé, extrêmement énergique, ayant beaucoup d'allant. Et ensuite, alors, il y a un Dufour, surtout après 1852, l'installation de Napoléon III en France, les honneurs qui s'accumulent d'une manière incroyable. Il y a là, alors, un Dufour déjà beaucoup plus calmé, un Dufour qui navigue déjà dans sa propre légende, et on a souvent l'impression que le général regarde le général en train de faire le général. Si vous voyez ce que je veux dire. Il est donc entré en fait dans l'histoire déjà de son vivant. Il est dans l'histoire de son vivant, et alors là, effectivement, il devient l'homme de l'extrême prudence, du juste milieu. Il y a, si vous voulez, une image qu'il ne faut plus compromettre. Je vais laisser à Jean Miniguer le soin de faire entrer Dufour dans la légende. Aimez-moi comme je vous aime. Au terme de cette conférence de clôture de l'année commémorative 2025, marquant le 150e anniversaire de mon décès, qui nous réunit ici au Musée d'Art et d'Histoire de Genève ce samedi 22 novembre. J'aimerais chaleureusement tous vous remercier, autorités civiles, diplomatiques et militaires, institutions suisses et étrangères, soutiens financiers, associations patriotiques, patrimoniales et partenaires, de Genève, de Suisse, de Corfou, de Constance et de Paris, le nombreux public qui s'est déplacé tout au long de l'année pour participer aux diverses manifestations organisées en ma mémoire, et vous, mes chers amis, ici présents. Je suis particulièrement ému, flatté et honoré de vos vibrants hommages, de vos témoignages toujours très pointus, de votre intérêt enthousiaste et de vos éloges qui ont largement entamé ma modestie calviniste. J'aimerais profiter de cette brève apparition que je dois à Jean-Marc Zermatten pour féliciter et saluer l'intense engagement de tous ceux qui se sont investis pour la réussite de ce projet et adresser un immense merci au comité d'organisation du 150e qui a piloté ce remarquable travail de mémoire. Comme il était d'usage à mon époque, je conclurai par ces mots « Aimez-moi comme je vous aime ».